Salut! On poursuit notre étude des étoiles. Donc, on va établir les propriétés des étoiles. Alors, aujourd'hui, deux nouvelles propriétés. La température d'une étoile, la masse d'une étoile. C'est important de connaître la masse, comme je vous disais, parce que c'est la propriété qui détermine l'évolution de l'étoile. Et en même temps, on va voir qu'il y a différentes grosseurs d'étoiles. Il y a des étoiles naines, normales et géantes. Et on va aussi rencontrer l'équivalent du tableau périodique des éléments qu'on a pour la chimie, la version astronomique de ça, c'est-à-dire le diagramme Hertzsprung-Russell, qui est peut-être l'instrument le plus important pour l'astronome. Alors, on va classifier les étoiles dans ce diagramme-là, diagramme qu'on réutilisera dans les prochains cours. Commençons avec la couleur et la température d'une étoile. Il y a une relation directe entre les deux. On voit ici un champ qui a été photographié par le télescope spatial Hubble. On voit une multitude d'étoiles et on réalise qu'il y a différentes couleurs possibles pour les étoiles. Il faut toujours se méfier quand on a une image comme ça qui est publiée. Juste, des fois, c'est même pas intentionnel, mais juste à cause de l'affichage, il y a des couleurs qui ne sont pas réelles. Donc, ici, il y a des étoiles qui ont l'air verdâtres. Par exemple, je peux voir ici, j'ai une étoile qui m'apparaît, on dirait qu'il y a un halo verdâtre, même chose là. Ben vert, ce n'est pas une couleur possible pour une étoile. Les couleurs possibles pour les étoiles, c'est blanc, bien entendu, mais il y a aussi rouge, on voit qu'il y a des étoiles qui sont vraiment rougeâtres, orange, jaune et bleu. Il n'y a pas d'autres couleurs possibles. Donc vert, le vert qu'on voit là, c'est probablement un bleu, ce n'est pas un vert. C'est ce qu'on dit en bas. On vous dit les couleurs possibles des étoiles, ce sont les suivantes. On va comprendre la semaine prochaine, dans le cours numéro 8, pourquoi est-ce que ce sont ces couleurs-là qui sont possibles et non pas le vert, par exemple. Parce qu'en fait, je vous donne un petit aperçu, c'est que les étoiles n'émettent pas une seule couleur. Les étoiles émettent plein de couleurs en même temps et la couleur qu'on voit, c'est le résultat de la combinaison de toutes ces couleurs-là. Or, pour avoir une étoile verte, il faudrait qu'elle émette presque uniquement de la lumière verte, ce qui est impossible. Bon, il y a une relation entre la couleur et la température. Pour comprendre que c'est logique, cette relation-là, l'analogie que j'aime bien, c'est celle de la tige en fer forgé. Donc, chez le forgeron, vous avez une tige qui a été chauffée à blanc, ce qui veut dire l'extrémité qui est là a été chauffée à la plus grande température possible, c'est-à-dire blanc. Et c'est, vous en doutez, à l'extrémité que la température est maximale. Donc, à mesure qu'on s'éloigne de l'extrémité, la température diminue. Donc, c'est blanc un petit peu plus loin ou c'est un peu moins chaud. Ça va être jaune, un peu plus loin, ça va être orange, ensuite rouge et encore plus loin, ça va être noir. C'est pas parce que c'est noir que c'est pas chaud. J'irai pas prendre la tige ici à cette position-là, même si elle n'émet pas de couleur visible. Parce qu'en réalité, la tige émet quand même de la lumière, mais c'est de la lumière que notre œil ne voit pas. C'est de la lumière qu'on appelle infrarouge. Alors, quand vous approchez votre main d'un objet qui est chaud, sans lui toucher, principalement, ce que vous sentez comme étant chaud, c'est dû au rayonnement infrarouge émis par l'objet. Alors, ce que vous sentez comme étant du rayonnement chaud, le soleil, quand vous sentez qu'il est chaud, ce n'est pas les couleurs visibles qu'il émet que vous sentez, c'est la lumière invisible qu'il émet, qui est infrarouge que vous sentez. Ce n'est pas les ultraviolets non plus. Les ultraviolets, vous savez que le soleil en émet, il faut s'en protéger. Les ultraviolets vont vous faire bronzer, mais ce n'est pas eux que les récepteurs de votre corps sentent comme étant de la chaleur. Si on pouvait chauffer la tige encore plus, ça ne serait pas possible en fait ici parce qu'on est sur le point d'atteindre la température de fusion et elle fondrait avant ça, mais si c'était possible, si on avait un matériau particulier qui est capable d'aller à une température encore plus élevée, on serait capable de le chauffer à bleu. Parce que vous avez ici la relation entre la couleur et la température et vous voyez qu'avec une température suffisamment élevée, vous avez une couleur bleue. Donc, pour commencer, pour faire la relation entre la température et la couleur, on va se servir de ce diagramme-là. Éventuellement, on voudrait quelque chose de plus précis. Alors, on aura une équation
intégré dans la page web qui va nous permettre, à partir de notre mesure de la couleur en passant, on va pouvoir lui associer un nombre, un peu comme un numéro de couleur de peinture SICO, par exemple. Donc, on pourra associer un nombre à une couleur et à partir de ce nombre-là, on va pouvoir calculer assez précisément la température. La température, il faut quand même faire attention, c'est vraiment la température de la surface de l'étoile qu'on détermine. Donc, la température de ce qui émet la lumière qu'on voit. La température du centre de l'étoile, qui est pas mal plus élevée, elle, il faut la déduire indirectement par des modèles. Alors, on va reparler de ça. Parce que vous voyez que les températures possibles, la plage n'est pas si grande que ça. Si on compare aux luminosités, dont on a parlé dans le cours numéro 6, on a vu que les luminosités pouvaient être de 1/10 de la luminosité du Soleil jusqu'à 200 000 fois plus lumineux que le Soleil. Donc, la plage de luminosité, elle est énorme. La plage des températures de surface possibles n'est pas si grande que ça. On va à peu près de 1000 à 22 000 degrés. Donc, les étoiles les plus froides, 1000 degrés de température de surface. Les plus chaudes, 20 quelques mille degrés. Les degrés, en passant, ce sont des degrés Kelvin, mais quand on parle de milliers de degrés, il n'y a pas une assez grosse différence entre les degrés Kelvin et Celsius pour qu'on prenne le temps de faire la distinction. Donc, je vais dire juste degrés. Alors, vous pourrez penser que c'est Celsius, puis vous ne serez pas dans l'erreur plus qu'il faut. Alors oui, c'est ça qui va nous permettre d'associer la couleur à la température. Alors, on va aller voir quelques étoiles typiques. Encore une fois, en prenant avec un grain de sel la couleur qui s'affiche ici. Là. Disons que si on voulait vraiment mesurer précisément la couleur, il faudrait mesurer la magnitude à travers un filtre et compter le nombre de photons qu'on obtient. Alors, on y va à peu près. Voici le Soleil, voici la vraie couleur du Soleil. Donc, si vous comparez le fond d'écran ici qui est blanc-blanc à la couleur, vous voyez que ce n'est pas un vrai blanc. C'est un blanc crème un petit peu. Alors, si je clique là-dessus, je pense que je vais peut-être avoir une meilleure image. La vraie couleur du Soleil, c'est-à-dire si vous pouviez aller dans l'espace. En fait, c'est un article. Ça fait longtemps que je n'avais pas cliqué là-dessus. Vous pourrez aller voir. C'est un article sur ce sujet-là. On vous dit que si vous pouviez aller dans l'espace, c'est cette couleur-là que vous verriez pour le Soleil. Vous ne le verriez pas jaune. La raison pour laquelle vous voyez le Soleil jaune, c'est la même raison qui fait que le ciel est bleu. C'est-à-dire que la lumière du Soleil, qui est blanche principalement, donc qui contient toutes les couleurs que votre œil voit, du rouge au violet, quand elle arrive dans l'atmosphère, elle change de trajectoire. Il y a des couleurs qui sont diffusées, on dit ça comme ça, et ça donne, à cause des propriétés des molécules qui est dans l'air, que le bleu est plus diffusé que le rouge. Donc, le bleu va changer de direction plus facilement que le rouge, ce qui fait que si vous regardez à côté du Soleil, il y a plus de chances que ce soit de la lumière bleue qui rentre dans votre œil, parce que le bleu est plus souvent dévié que le rouge. Mais si vous regardez le Soleil directement lors d'un coucher, c'est plus prudent d'attendre au coucher pour faire ça, là, vous avez la lumière blanche qui arrive et qui a perdu son bleu sur les côtés. Alors, si vous enlevez le bleu à la lumière blanche du Soleil, ça devient jaune si vous êtes à midi et que la couche d'atmosphère n'est pas si grande que ça, mais ça va devenir orange à mesure que le Soleil descend et que la couche d'atmosphère à travers laquelle la lumière passe devient plus épaisse, et même rougeâtre quand il est vraiment bas dans le ciel. Alors, la vraie couleur du Soleil, s'il n'y avait pas d'atmosphère ou si vous étiez dans l'espace pour l'observer, c'est vraiment un blanc crème parce qu'en réalité, si vous comparez la couleur qui est là et que vous allez voir la température qui correspond, c'est pas mal 6000 degrés. Là. Je le sais, c'est quoi la réponse, là, fait que c'est facile de dire ça. Sinon, vous auriez peut-être pu dire 6500, 7000. Là. Moi, je vous dis, c'est à peu près 6000 degrés. C'est 5800 degrés, température de surface du Soleil. Donc, vous voyez que ça correspond. Sinon, vous avez Bételgeuse. Bételgeuse, c'est une étoile qui est clairement orangée. Même à l'œil, ça pourrait être plus orange que ça. Bételgeuse, sa température de surface, c'est à peu près 3000 degrés, étant orange. Et dans la même constellation, Rigel, qui est clairement bleutée, elle, sa température, c'est à peu près 10 000 degrés. Donc, Rigel, c'est à peu près bleu comme ça ici, c'est 10 000 degrés. Bon, alors là, on veut y aller dans le plus quantitatif un peu. Alors, on dit à la question 2, on peut déterminer précisément
la température de la surface d'une étoile à partir de sa magnitude à travers un filtre V et à travers un filtre B. Regardez les valeurs de V et B pour le Soleil. Betelgeuse et Rigel dans le tableau de données de votre document. Alors, on va entrer ce qu'on a comme données. Okay? On a Betelgeuse. Je vais écrire les étoiles en ordre croissant de température. Donc, température ici, Betelgeuse, on a dit 3000. Ensuite, vous avez le Soleil qui est à une température de 6000 degrés. Et vous avez Rigel qui est à 10 000 degrés. Donc, les températures en ordre croissant. Si on regarde les valeurs des magnitudes dans le filtre jaune, le filtre visuel, pour Betelgeuse, vous avez 0,50 pour V. Pour le Soleil, moins 26,73. Et pour Rigel, vous avez 0,12. Donc, est-ce que ça se pourrait que juste la magnitude dans le filtre visuel nous indique la température? Bien, il ne semble pas. Parce que si on regarde, l'étoile la plus brillante dans le filtre visuel, c'est le Soleil. On n'est pas surpris. Alors, numéro 1, vous avez le Soleil. Numéro 2, la deuxième valeur la plus petite, c'est Rigel qui l'a. Numéro 3, vous avez Betelgeuse. Donc, 1, 2, 3, en ordre croissant de brillance, ce n'est pas le même ordre qu'on a ici. Donc, ça ne peut pas être uniquement la magnitude à travers le filtre V. Puis, ce n'est pas surprenant, parce qu'en réalité, le Soleil, c'est pas une étoile si lumineuse que ça. C'est pas une étoile qui émet tant que ça de lumière bleue ou jaune ici, c'est juste qu'il est plus proche. Si on s'en allait voir à travers le filtre B, peut-être qu'on aurait le bon ordre. Alors, Betelgeuse à travers le filtre B, c'est 2,35. Le Soleil, c'est moins 26,10. Et Rigel, c'est 0,09. On peut remarquer que c'est le même ordre qu'ici. La plus brillante, c'est le Soleil, encore une fois, comme je vous disais. J'aurais dû attendre pour vous le dire. Le Soleil, ce n'est pas l'étoile la plus bleue des trois. C'est Rigel, la plus bleue des trois. Mais c'est lui qui émet le plus de lumière bleue. En fait, c'est pas lui qui en émet le plus, désolé. C'est de lui qu'on reçoit le plus de lumière bleue, juste parce qu'il est plus proche. Alors, en ordre, on a encore 1, 2, 3. Donc, la magnitude à travers le filtre B, à elle seule, ne peut pas être l'indicateur de température. Donc, vous doutez que si ça sert à quelque chose, ces deux mesures-là, c'est probablement qu'il faut les combiner. Alors, je pense que l'idée que vous avez peut-être, c'est de dire, on va faire V moins B. Okay? Si on fait V moins B, pour Betelgeuse, on aurait 0,50 moins 2,35. Ça fait moins 1,85. Pour le Soleil, si on fait ça moins ça, ça va nous donner moins 0,63. Et pour Rigel, si on fait du 0,12 moins 0,09, ça fait 0,03. Et là, on voit qu'en ordre croissant de V moins B, de là à là à là, qu'on serait comme ça ici. C'est-à-dire qu'on augmenterait de Betelgeuse jusqu'à Rigel. Donc, peut-être que V moins B est directement relié à T. Peut-être que la couleur d'une étoile, quand on la quantifie, c'est V moins B. Mais les astronomes ont tendance à faire des choses à l'envers. La vraie combinaison des deux magnitudes, c'est B moins V. Alors, ce qu'on appelle l'indice de couleur, c'est B moins V, ce qui fait que pour Betelgeuse, on aurait 1,85, pour le Soleil, 0,63 et pour Rigel, moins 0,03. Donc, plus la valeur elle est faible, vous voyez, négatif, c'est faible, plus c'est bleu. Puis quand la valeur de B moins V elle est élevée, comme c'est le cas pour Betelgeuse, ça veut dire que c'est rouge. Alors, le Soleil qui est entre les deux, lui, il est blanc-jaune à cause de ça. Donc oui, c'est ça. B moins V, ça va être ce qui va être directement relié à la température. Donc, on va retourner à notre page et on va entrer quelques valeurs là-dedans. Donc, je ne les rentrerai pas toutes, je vais vous laisser essayer ça de votre côté pour tirer des conclusions. Donc, le premier tableau que vous avez, ce n'est pas le même que la semaine passée. La semaine passée, vous aviez étoiles les plus proches de nous. Ça va être le tableau qui suit. C'est le même que la semaine passée. Ici, on a étoiles les plus brillantes vues de la Terre. Le Soleil, on ne l'a pas mis dans ce tableau-là parce qu'il est dans l'autre. Il fait partie des étoiles les plus proches.
Même chose, par exemple, pour Sirius. Sirius, étant donné qu'elle est dans ce tableau-là en bas, on n'a pas dédoublé, on ne l'a pas mis dans le tableau des étoiles les plus brillantes. Alors, je vais commencer avec Canopus. Canopus, c'est vraiment l'étoile la plus brillante après Sirius. Okay, donc, Sirius, c'est l'étoile la plus brillante après le Soleil, puis après ça, c'est Canopus. Donc, Canopus, sa valeur de V, c'est moins 0,72. Ici, je vous rappelle, il faut mettre des points, parce que le fichier Excel, il est en anglais. Si on fait Enter, il y a un calcul qui se fait. Le calcul qui se fait, c'est celui de la luminosité. Même calcul que la semaine passée. Si vous connaissez la distance à une étoile et que vous connaissez sa magnitude, vous pouvez calculer, vous pouvez connaître sa luminosité. On voit que Canopus, c'est 14 000 fois plus lumineux que le Soleil. Et c'est quand on va entrer la valeur de la magnitude à travers le filtre B, moins 0,57, et que je fais Enter, que la valeur de B-V se calcule. On voit ça moins ça fait 0,15. Et à partir de la valeur de B-V, il y a une température qui est calculée automatiquement. Alors, la température de la surface de Canopus, c'est 8110 degrés. C'est un peu similaire à ce qu'on faisait la semaine passée, sauf que là, c'est un autre calcul. La semaine passée, on avait on avait une relation. On avait dit, si on connaît la distance, on connaît. En fait, on vient de le faire là, le calcul. Si on connaît la distance et qu'on mesure la magnitude, on peut trouver la luminosité. Ben, il y a une autre aujourd'hui, la relation, c'est que si on connaît B moins V, on peut, à l'aide d'une équation qui est intégrée là-dedans, calculer la température T. Alors, ici, je vais le faire pour les étoiles qu'on a vues juste avant. Alors, je vais le faire pour Rigel. Donc, Rigel, si vous regardez dans le tableau, la valeur de V, c'est 0,12. La valeur de B, c'est 0,09. Si je fais Enter, mon B-V de moins 0,03 se calcule. Et la température, 9076 degrés. Donc, vous voyez que les valeurs de B-V sont quand même assez différentes là, entre Canopus et Rigel. Rigel, c'est négatif, Canopus, c'est positif, puis ça ne donne pas en bout de ligne une si grande différence de température que ça. 9000 degrés versus 8000. Et finalement, ben, il y a Betelgeuse ici. Betelgeuse, on a donc 0,50 pour V. On a 2,35 pour B. Et la température, 2800 degrés. Alors, tantôt, on avait dit à peu près 3000, 2800 degrés pour Betelgeuse. Puis, si je m'en vais dans l'autre tableau, ben, je peux rentrer la valeur de B pour le Soleil. C'est moins 26,10. Si je fais Enter, 0,63 pour la valeur de B-V et la température de 6000 degrés, comme on avait dit tantôt. Alors, ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'entrer, de compléter le tableau. Alors, vous pourrez faire ça quand vous voulez. Donc, vous allez entrer les valeurs de V et de B. Donc, les luminosités vont se calculer automatiquement et les valeurs de B-V ainsi que les températures aussi. Je ne vous la montre pas l'équation pour trouver la température parce que est compliquée pour. Elle n'est pas compliquée pour rien en fait. Elle est assez complexe, là, donc vous n'avez pas besoin de la voir. Même chose avec l'autre tableau. Alors, vous pourrez aller chercher, revenir à votre tableau que vous aviez à la page 31 du cahier, dans laquelle vous avez les valeurs de B pour les étoiles les plus proches de la Terre. Vous pourrez entrer ces valeurs-là et voir les températures apparaître. Une fois que vous aurez complété vos deux tableaux, ce que vous allez voir apparaître en dessous, c'est le fameux diagramme Hertzsprung-Russell. Le diagramme Hertzsprung-Russell, vous avez la température sur l'axe horizontal, mais, chose particulière, la température augmente vers la gauche. Ce n'est pas ça que vous êtes habitué de voir dans un graphique habituellement, ça augmente vers la droite. C'est comme ça que le diagramme a été conçu initialement. Et j'aurais pu faire l'axe de la température augmentant vers la droite, mais si vous consultez des ouvrages de référence, vous allez toujours le voir avec la température qui augmente vers la gauche. Donc, je l'ai fait comme ça. Vous avez l'échelle verticale qui est la luminosité. Alors, vous voyez que c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire que si vous avez 1 ici, la coche d'après, ce n'est pas 2, mais 10, ensuite 100, etc. C'est parce que les luminosités ont des plages
de valeurs pas mal plus grandes que les températures qu'on utilise l'échelle logarithmique. Alors, dans ce diagramme-là, vous avez le Soleil qui est le point rouge. Vous remarquez luminosité 1 et température à peu près 6000. Vous avez les étoiles proches qui sont en bleu et les étoiles brillantes qui sont en vert. Les questions qui sont posées. Question 3. Parmi les étoiles les plus brillantes, quelle étoile est la plus chaude? En fait, plus c'est chaud, plus c'est à gauche, n'est-ce pas? Température plus élevée à gauche. Donc, les deux étoiles les plus chaudes, c'est ces deux-là. Sont en vert, donc ce sont parmi les étoiles les plus brillantes. Alors, on veut savoir c'est lesquelles. Je ne vous donne pas la réponse. Quand vous aurez rempli vos tableaux, vous allez pouvoir regarder c'est quelles étoiles qui ont les températures les plus élevées. Ces deux-là ont la même température, étant donné qu'elles ont le même indice de couleur. Question 4. Si les 21 étoiles proches constituent un échantillon représentatif de la distribution d'étoiles dans la Voie lactée, quelles étoiles sont les plus nombreuses? Alors, on nous dit que les étoiles proches, en bleu, constituent un échantillon représentatif de la Voie lactée. Est-ce que c'est plausible de dire ça? Ben, je pense que oui, parce que en réalité, c'est qu'on prend un morceau de Voie lactée au hasard. C'est comme si Dieu se fermait les yeux, était au-dessus de la Voie lactée et pigeait un échantillon d'étoiles. Ça donne qu'il a pris un échantillon qui est autour du Soleil. Probablement que c'est représentatif du reste de la Voie lactée si la Voie lactée est distribuée de façon assez uniforme. Ce qui ne serait pas représentatif, c'est de prendre comme échantillon les étoiles les plus brillantes vues de la Terre. Parce que les étoiles brillantes sont brillantes parce qu'elles sont lumineuses. Ce n'est pas nécessairement qu'elles sont proches, elles sont lumineuses. Alors, c'est comme si vous vouliez déterminer la taille moyenne d'un humain et que l'échantillon que vous preniez pour le déterminer, vous alliez le prendre dans un match de basket. Alors, c'est clairement, vous n'allez pas obtenir un résultat qui est représentatif des humains en général si vous faites ça. Alors, c'est pour ça que l'échantillon représentatif, c'est celui qui contient les étoiles proches. Alors, les étoiles en bleu. Fait que si on compare au Soleil, ce qu'on peut remarquer, c'est que presque toutes les étoiles en bleu ont des luminosités inférieures à celles du Soleil. Elles sont toutes en dessous du Soleil, à part les 3 de la semaine passée, c'est-à-dire on avait Alpha du Centaure, on avait Procyon et on avait Sirius qui était à 24. Sinon, toutes les autres ont des luminosités inférieures à celles du Soleil. En ce qui concerne la température, ben, elles sont presque toutes à droite du Soleil. Il y en a 2 ici qui sont à gauche, mais la majorité, très grande majorité, est à droite, donc plus froid que le Soleil. Okay? Plus on est à droite, plus c'est froid. Donc, la conclusion qu'on peut tirer, question numéro 4, c'est que les étoiles sont plus froides et moins lumineuses que le Soleil, généralement. Donc, le Soleil est plus chaud et plus lumineux que la majorité des étoiles. Ça serait la bonne réponse à la question 4. Écrivons ça. Les étoiles les plus nombreuses sont les étoiles plus froides et moins lumineuses que le Soleil. Donc, le Soleil est plus chaud et plus lumineux que la majorité des étoiles. En fait, dans le diagramme Armstrong-Russell, on peut voir qu'il y a plein d'étoiles ici qui sont plus froides et qui sont donc orange-rouge. On les appelle les naines rouges. Alors, Proxima du Centaure fait partie de ces naines rouges-là. Ce sont les étoiles les plus nombreuses dans la galaxie. Alors, dans le diagramme Armstrong-Russell, on peut voir premièrement que la majorité des étoiles se trouve à être sur une espèce de courbe. J'ai de la misère à faire des courbes ici, mais c'est pas super. La grande majorité des étoiles se trouve à être sur une courbe ici. Cette courbe-là s'appelle la série principale. Donc ça ici, ça s'appelle la série principale. En fait, c'est 90% des étoiles, je dis la SP,
90% des étoiles se placent sur une courbe comme ça ici, sur cette courbe-là, dans le diagramme Hertzsprung-Russell. Ici, on a mis juste les étoiles les plus proches, les étoiles les plus brillantes. Si on mettait vraiment le plus d'étoiles possible, on verrait qu'on aurait plein d'étoiles ici. Et 90% des étoiles seraient sur cette courbe-là ici. On a d'autres régions. Okay? Alors, on a en fait une région ici. On va vouloir identifier c'est quoi. Puis on a une région ici. J'en ai manqué une. Puis on a une autre région qui est ici. En fait, pour voir c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas toutes les étoiles sur la série principale, on peut regarder la question 5. On dit les étoiles Sirius B, Vega et Rigel possèdent des températures de surface similaires, c'est-à-dire autour de 9000 degrés. Vous pourrez aller vérifier dans le tableau. Ces trois étoiles-là ont des températures de 9000 degrés. On nous demande de tenter une explication au fait que ces étoiles ont des luminosités très différentes. En fait, je peux vous dire, ici, celle-là, c'est Rigel. Donc, Rigel est ici, sur le diagramme Hertzsprung-Russell. Vous avez Vega qui est ici, et vous avez Sirius B qui est ici. Vous voyez, les trois étoiles ont des températures très proches l'une de l'autre parce qu'elles sont sur la même ligne verticale. Mais il y a Rigel qui a une luminosité qui est entre 10 000 et 100 000 fois celle du Soleil. Vous avez Vega qui est à 50 fois celle du Soleil, on l'a vu dans le cours numéro 6. Et vous avez Sirius B qui est entre 1% et 0,1% de la luminosité du Soleil. Comment vous expliquez ça? Vous avez trois étoiles qui ont la même température. Mais il y en a une qui est ultra lumineuse, une autre qui est quand même pas pire lumineuse et l'autre qui l'est très peu. En fait, la température, on peut le remarquer sur l'image avec la tige de fer, c'est que où est-ce que c'est plus chaud, c'est aussi plus brillant. C'est à l'extrémité où c'était blanc qu'il y a le plus de lumière qui sort. Donc, on pourrait penser qu'une étoile chaude, comme ces trois-là, il y a beaucoup de lumière qui en sort. Ben, Rigel nous montre que c'est le cas. Il y a beaucoup de lumière qui en sort. C'est entre 10 000 et 100 000 fois plus lumineux que le Soleil. Pourquoi à ce moment-là, est-ce que Vega est moins lumineuse et que Sirius l'est vraiment pas beaucoup? Ça serait parce qu'elles ont des tailles différentes. Alors, chaque mètre carré de surface de ces étoiles-là, il y a la même quantité de lumière qui en sort. Mais Rigel, étant une étoile géante, il y a beaucoup plus de mètres carrés de surface, alors que Sirius B, qui est une étoile naine, il y en a beaucoup moins, donc au total, beaucoup moins de lumière qui en sort. Donc, à la question 5, on dirait il y a la même quantité de lumière par mètre carré de surface, mais Rigel est géante, donc elle a une plus grande surface. Alors que Sirius B est naine, donc plus petite surface. Alors finalement, on a que la région qui est là, c'est la région des étoiles qu'on appelle les super géantes. On pourrait dire que ce sont des géantes, là, mais c'est des super géantes. La région qui est là, ben, elle, c'est la région de ce qu'on appelle tout simplement les géantes. Alors, parmi les géantes, ben, en fait, vous avez Arcturus, puis un paquet d'étoiles comme ça qu'on connaît. Sinon, ben, parmi les super géantes, vous avez Rigel qui est ici. Vous avez Deneb qui est là, à 196 000 fois la luminosité du Soleil. Vous avez Bételgeuse qui est ici, Antares. Donc, vous avez des super géantes qui sont plus froides, donc rouges, Bételgeuse, Antares, puis des super géantes qui sont plus chaudes, donc bleues, comme Rigel. En fait, quand on va parler d'évolution stellaire dans le cours numéro 8, on va voir que quand les étoiles vivent, elles sont sur la série principale. Donc, c'est le cas du Soleil. Le Soleil est ici. Quand l'étoile a brûlé son hydrogène en hélium, l'étoile quitte la série principale. Donc, dans l'évolution stellaire, l'étoile est sur la série principale et ensuite, elle va quitter la série principale. Pour les étoiles peu massives comme le Soleil, elles quittent la série et deviennent des géantes. Donc, le Soleil va devenir une géante
va devenir assez grosse pour engouffrer la Terre jusqu'à Mars, en fait. Mais les étoiles plus massives, elles, quand elles ont fini de brûler leur hydrogène, ben, elles deviennent des super géantes. Donc, elles gonflent pas mal plus vite, pas mal plus, elles deviennent des super géantes. L'autre catégorie, c'est les naines. Donc, ici, on parle particulièrement des naines blanches. Alors, Sirius B, c'est une naine blanche. L'autre qui est en dessous, c'est Procyon B. Ben, les naines blanches, c'est ce qui reste des étoiles quand ils ont éjecté dans l'espace de la matière. Donc, c'est le cœur, le cadavre de l'étoile. Donc, le Soleil, après être devenu une géante et avoir éjecté ses couches superficielles dans l'espace, le cœur qui va rester au milieu, du carbone et de l'oxygène, va tout simplement refroidir. Ça va être une naine blanche. Donc, le Soleil est ici, va s'en aller là, dans le diagramme Armstrong-Russell, et ensuite va descendre dans le diagramme et devenir une naine blanche. Tout ça, ça va se faire sur des milliards d'années. C'est vraiment un long, long processus. Mais oui, le diagramme Armstrong-Russell nous permet de voir l'évolution des étoiles. Ça, on en reparle dans le cours numéro 8.